Aujourd'hui, dans le canapé des coulisses, j'ai l'honneur de recevoir Madame Fessalon. Bienvenue dans le canapé des coulisses. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir toutes les mesdames et mesdames de Plusieurs mots Productions. Donc vraiment bienvenue, merci beaucoup d'être venues aussi nombreuses. Je ne m'attendais pas à autant. À la base, on avait prévu 3-4 personnes. Elles sont venues à 6. Heureusement, il y a beaucoup de canapés chez Nathalie et beaucoup de fauteuils. La prochaine fois, on viendra avec toute l'équipe. Moi déjà, je voudrais vous demander votre intro. Comment est-ce que vous présenteriez Plusieurs mots Productions? C'est quoi l'énergie qu'il y a derrière? Voilà, en quelques mots. Si vous voulez chanter, si vous voulez faire quelque chose rimé ou juste présenter un petit CV de Plusieurs mots Productions, qui est ce qui vous réunit en fait, je t'en prie Sophie. Oui. Il paraît que c'est toi qui vas prendre la parole. Voilà, il paraît parce que vu la direction des doigts, c'est vrai. Plusieurs mots Productions, c'est en gros la structure qui supporte le projet Madame Fessalon et qui est la structure que j'ai créée pour pouvoir créer des projets d'impro et créer des formats. Et Madame Fessalon est le 4e spectacle créé avec cette structure. Et voilà. Génial. Et du coup, Madame Fessalon, c'est né en quelle année? Plusieurs mots Productions aussi Alors, Plusieurs mots Productions, moi je l'ai créé quand je suis rentrée des États-Unis en 2017. All right. Et oh yeah. Et Madame Fessalon, j'ai commencé à avoir l'idée et à envoyer des mails de hey, j'ai une idée pendant le premier confinement, du coup au printemps 2020, et où on a commencé à faire des répétitions au sortir du premier confinement. 2 premiers spectacles avant le 2e confinement. Et c'est glissé entre les 2 confinements. Si ça marche pendant le confinement, ça peut marcher n'importe quand. Voilà. Et après, on s'y est remis sérieusement là, à la fin du énième confinement en 2000, c'était quoi, 2021 ouais, septembre 2021. 21-22, ouais, sur la saison. Et du coup, vous avez Madame Fessalon qui tourne, et vous avez d'autres spectacles aussi qui tournent avec Emma, on a un autre spectacle qui s'appelle Un tribunal de petite instance, où on fait un procès improvisé. Voilà. D'accord. Et après, toutes les autres filles sont dans d'autres projets aussi, et plein d'autres troupes. C'est le monde de l'impro. Génial. Et du soutien, et de la connexion, du collectif. Et de l'amour. Trop bien. Et alors moi, je voulais savoir comment chacune de vous s'est greffée du coup dans cette... On appelle ça une compagnie ou c'est une asso? Oui, je mets ça une compagnie parce que ça fait classe, quoi. Ouais, c'est classe. Compagnie, on imagine vraiment 200 personnes. Voilà, non, c'est ça. Moi, en tout cas, quand j'ai créé le projet, c'était vraiment quelqu'un qui recommande quelqu'un, où j'avais, tiens, il y a 5 ans, j'ai joué avec telle personne et c'était cool. Et donc, un peu au hasard des choses et des rencontres. Par pur népotisme, comme à l'époque, finalement. Voilà, par pur népotisme, par pur... moi, je peux recommander quelqu'un. Vraiment un process opaque et absolument injuste. Voilà, arbitraire, complètement sur la personnalité et des choses... Et les pots de vin. Voilà, on a beaucoup payé quand même. Et est-ce que chacune de vous se rappelle du moment où elle en a entendu parler ou au moment où vous avez eu envie de vous greffer au projet, de vous connecter à Madame Fessalon et Plusieurs mots Productions? Si on peut faire un petit panel de... Moi, je me souviens en 1900. Peut-être en 1810. Moi, je me souviens très bien du mail que tu m'as envoyé. Cool, parce que moi, pas du tout. Du mail, ouais, je me semble. C'était un mail où... Il me semble que c'était un message. Je ne sais plus sous forme de SMS ou de mail ou de Messenger, bref. Et ça réunissait exactement 2 choses que j'adore, c'est-à-dire l'histoire et le féminisme. Enfin, en tout cas, c'était pas présenté comme ça au départ, forcément. Mais j'ai senti le potentiel féministe derrière, moi, dans la forme que ça prenait. Vu qu'on était c'était un collectif de femmes et qu'on allait jouer des hommes ou des femmes selon les soirs. Donc déjà, en soi, je trouve que ça portait cette promesse. Voilà. Et ça m'a exaltée pour ces 2 raisons-là. Aussi parce que je crois que tu parlais d'instinct, un peu d'avoir choisi. Et je pense qu'instinctivement, j'ai senti que ça allait bien se passer. Avec Sophie et toute cette joyeuse bande. Trop bien. Moi, c'est une amie de l'impro qui m'a dit oui. Il y a Sophie qui serait intéressée parce que tu as une licence de lettres et que tu es... Tu as une licence de lettres? Oui, je sais. On ne dirait pas. Mais non, mais je n'étais pas au courant. Non, mais... J'ai aussi un master de dyslexie, ce qui m'a... Donc
comme c'est pas mal sur la littérature et que j'ai beaucoup lu, le 19e siècle, j'aimais beaucoup. Et donc, en plus, je sortais de mes 2 années de formation d'impro, parce que je faisais pas d'impro avant. Je suis comédienne. Et le fait d'avoir cette proposition, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé, comme Emma, que l'équipe était agréable, ouverte, et que c'était un projet qui avait du potentiel. Et aujourd'hui, on est là. Donc, trop chouette. Moi, je me souviens du message de Sophie. C'est un mail vraiment bien écrit. Je me souviens bien. Hein. Je me souviens parce que je me suis dit, mais pourquoi moi? Elle m'a dit, Julie Dwin m'a parlé de toi et que tu serais peut-être bien dans le projet. Est-ce que tu veux venir voir le spectacle? Je suis venue voir le spectacle et j'ai dit, mais je ne serais jamais capable de faire ça. Elles sont trop fortes et elles connaissent tellement de choses. Et je suis venue à l'entraînement en me disant... Donc je me chiais dessus à chaque exercice et même petit à petit je disais non mais moi on faisait un exercice qui s'appelle 5 choses et du coup les filles disaient ok donne-moi 5 noms de journaux de l'époque et j'étais là c'est bon j'en connais pas un. Et du coup Sophie qui devait me rassurer non mais c'est on les invente. Tout ce que j'ai vu c'était vraiment improvisé et donc ça m'a un peu détendue et puis c'est venu petit à petit comme ça. Je me suis dit effectivement que mais c'était fou tout ce qu'on allait pouvoir faire et tout ce qu'elles avaient déjà fait. Moi, je n'ai pas reçu de message. Et pourtant, j'ai fait Hippocane. Non, il se trouve que moi, c'est Estelle Baziro qui est la seule qui n'est pas présente aujourd'hui, mais avec laquelle j'étais dans un autre projet, les Ladies Improvisent, pour le coup, que moi j'ai créé. Donc, déjà une troupe de filles, avec un spectacle où on n'est que des femmes à jouer, mais bon, qui n'est pas du tout dans un même contexte. Et moi, je suis venue voir le spectacle, en fait, parce que Estelle m'a invité à venir la voir jouer. Elles avaient déjà fait quelques représentations, oui, et moi, j'ai adoré. Et je me suis dit, justement, que moi, le défi que je trouvais le plus intéressant, Emma parlait du tour féministe que ça prenait, mais évidemment, puisque, comme on interprète principalement des hommes, puisqu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de sortir sans être chaperonnées. Donc, comme on est quand même 6 au plateau, on est quand même majoritairement des hommes à chaque représentation. Et ça, je trouvais ça vraiment croustillant de pouvoir tenir des propos évidemment très sexistes. Et qu'on se disait, si on transposait ça et que c'était des hommes qui tenaient ces propos, ce serait impossible de faire ce spectacle. Alors que là, du coup, il y a un décalage qui est vraiment super à voir et à jouer pour nous. Et puis moi ce que j'ai préféré, c'est vrai que le concept c'est quand même qu'on est donc 6 au plateau, il n'y a ni entrée et sortie, c'est une unité de temps et de lieu, voilà. Et donc en termes d'écoute c'est quand même un gros challenge. Et en même temps, voilà, moi ce que j'ai adoré, c'est pour moi le principe de ce spectacle, c'est on se met dans la merde les unes les autres. Et alors voilà, et prise de risque, et allez, c'est pas dit, mais vous ne nous aviez pas dit, mon cher, que vous aimiez à déclamer des poèmes en latin, et bien allez-y, surcreusez-nous. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial, et moi c'est ce qui m'a donné le plus envie, au-delà évidemment du casting de 5 étoiles, de rejoindre le projet. Et bon, il se trouve que effectivement, comme l'a dit Sophie, c'était un truc très officiel où on était après le spectacle. Estelle était là, tu cherchais quelqu'un parce que Fanny elle serait intéressée, puis je disais, tu serais intéressée, et Fanny m'a dit oui, bon on répète machin. voilà. Donc un processus vraiment exactement de sélection très rude. Doublement et tout ça. Exactement. Et du coup, toi, Angélique, est-ce que tu te souviens de la fois où tu as été mis en contact avec tout ça? C'est par l'entremise de Julie aussi. Julie qui partait du projet. Elle m'a contactée par Messenger, elle m'a demandé si je voulais faire le spectacle que je n'avais pas vu, dont je ne savais rien, à part que le titre était joli. Et ça me faisait envie. J'ai demandé à Julie, mais comment t'as fait? T'as lu combien de bouquins? Elle m'a dit non, j'ai rien fait. J'ai juste fait les répètes. Bon, moi j'ai quand même été lire des bouquins. Et elle avait révisé 2 fois. Franchement, elle nous a tous mis à l'amende là-dessus. Okay. Et je sais pas, j'ai pas eu d'attente vis-à-vis du jeu ou est-ce qu'on va se mettre dans la merde, mais j'étais contente d'être dissoute dans un groupe où personne ne prend complètement la place pendant trop de temps. Et je sais pas si c'est parce que c'est des filles ou si on en reparlera plus tard, mais en tout cas moi d'être que avec des femmes, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a beaucoup détendue. D'accord, génial. Est-ce que l'une de vous pourrait résumer le concept de Madame Fessalon? Au choix, peut-être pas encore.
Peut-être pas encore Sophie, quand même. Genre, Emma, Vas-y, quand Emma. on fly, elle a un super pitch. Le concept de Madame fait salon. C'est un salon littéraire donc au début du 19e siècle. Plus précisément, au cours On de a ce dit projet, 1810. on a même précisé 1810. Donc ça reconstitue ce salon littéraire qui était des salons où il y avait encore possibilité pour les femmes d'avoir un peu de pouvoir, hein, malgré tout, même si c'était parce qu'elles étaient mécènes, elles recevaient dans leur salon, c'est des femmes qui étaient puissantes quand même. Donc c'était rare à l'époque. Et donc pendant 1 heure, il y a des invités qui vont être choisis. Le public va choisir l'occupation de l'invité, son talent. Ça peut être aussi un homme politique, un militaire, enfin voilà, plein de personnes influentes de l'époque. Et le nom de cet invité. Et durant 1 heure, il va y avoir des rumeurs, des intrigues qui vont se tisser, des joutes oratoires, des débats d'idées, toutes sortes de conversations qui vont constituer ce salon et qui vont faire qu'à la fin, on aura des intrigues qui vont se résoudre. Voilà, ce que j'ai bien résumé. Oui. Et c'est autour de l'art aussi, de la Oui. littérature, beaucoup, Essentiel. d'échanges d'idées. Et sur les mœurs du début du 19e siècle. C'est très ancré dans l'époque. On a Ouais. beaucoup travaillé là-dessus, sur le vocabulaire, sur les références. Il y a beaucoup de choses qu'on invente, évidemment, mais on le colore toujours avec ce côté très début du 19e en tout cas, on y est attaché. Et au niveau de la structure, du coup, il y a toujours madame du coup, qui reçoit, qui est vraiment une madame. Et ensuite, il y a toujours une femme qui est soit la sœur, soit la cousine, soit C'est la ça. femme de quelqu'un qui Voilà. vient. Ensuite, les 4 autres personnes, c'est toujours 4. C'est toujours des Toujours hommes. 4. En général, oui. On peut jouer à 5. On joue à moins, mais voilà. Toutes les autres personnes, 3, Voilà, c'est 4, ça. 5 femmes, du coup, avec une moustache, chacune a sa propre moustache. Oh, à chaque voilà, fois, on voit qu'il y a du travail derrière la mise en scène. Chacune a sa propre Il y en a qui moustache. coulent aussi au fur et à mesure. Moi, j'ai beaucoup la mèche à la moustache qui coule. Oui, parce que mine de rien, vous avez des costumes, mais je me dis, vous devez avoir tellement chaud. Des fois, arrive le jour en short, en t-shirt, moi, Ah, c'est oui, impossible. oui, Mais oui, vous, il y a des collerettes, il y a des trucs. Genre, c'est... Ah ben on mouille le maillot, non? Ah oui, voilà, oui, Oui, la littéralement. chemise. Ah oui. Allez, Ah, c'est génial. On mouille le string. Trop bien. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour où chacune d'entre vous, vous présentez votre voisine avec c'est quoi sa spécialité? Où vous vous dites, ma voisine, elle excelle pour telle chose, pour improviser un journal, pour faire un accent, ou pour faire une impro pendant une musique, ou je ne sais pas. Je fais à ma droite. Ok. Comme vous le sentez. Eh bien, je vous présente Fanny, Oui. qui est une spécialiste des accents. Elle a un panel d'accents possibles qui est assez invraisemblable. On a pu voir au moins un accent, et c'était un accent italien. Elle est- Des Maserati. Et les chansons, mais le public n'a pas pu voir. Si, il y a plusieurs reprises. Non, J'ai déjà eu mais t'étais pas là. Ah, c'est ça. Parce qu'en entraînement, voilà, mais c'était incroyable. Quand Fanny nous a fait une chanson, mais on s'est dit, c'est comme ça qu'il faut qu'on chante dans le spectacle. Elle arrivait à être juste et à être drôle dans tout ce qu'elle disait. Pourtant, on a plus ri aux chansons d'Adeline. C'est vrai. Mais sur scène, c'était très beau. Ça reste une de tes spécialités. Et voilà, l'accent et la chanson. Il y en a des tonnes d'exemples, mais tu m'as demandé d'être... Mais c'est la chanson italienne, quoi, du coup. Exactement. Maserati. Alors, pas Des chansons nécessairement, mais... engagées, hein. Oui, alors, révolutionnaire. il se trouve que souvent, j'ai eu quand même, on m'a souvent attribué le fait d'être un homme politique. Donc voilà, je me suis retrouvée à faire un peu des pamphlets rythmés contre Napoléon, ou pour, hein, voilà, ça dépendait. Moi, je vais vous présenter Sophie, qui a une grande capacité à inventer des arguments d'une mauvaise foi épouvantable. Ah, l'hypocrisie, on a Mais, alors pas forcément hypocrite, mais elle est très très forte, très grande persifleuse, quand même, de son état. Elle a une capacité à argumenter en toute mauvaise foi qui, moi, à chaque fois me fascine, je reconnais, et à occuper l'espace de parole de façon extrêmement
sans rien lâcher. Sans rien lâcher, elle lâche rien. Mais c'est très impressionnant. C'est-à-dire qu'en plus, comme elle a l'œil de la metteuse en scène aussi, il y a souvent, s'il nous arrive sur un spectacle, de nous rendre compte, ça fait un petit moment qu'effectivement on se lance des défis, que par contre on n'a pas forcément construit d'histoire. Tout de suite va ramener des intrigues possibles. Et voilà, je me dis... Il y a eu beaucoup de travail potentiel, de lecture, de romans, intrigues avant, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a vraiment ce savoir-faire-là. Oui. Je parlais que de ces personnages et non de ces talents d'improvisatrice. Moi, je peux présenter Adeline. Adeline a une fantaisie absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle est capable de nous surprendre à chaque minute. C'est juste génial. Parfois, on a quand même tous un peu tendance à être un peu logique, à faire un peu ce qui nous attend et ce qui est attendu, ou de donner la chose qui vient après, logiquement, la deuxième chose. Adeline arrive à créer des personnages complètement absurdes et drôles et poétiques, et sortir des choses où à chaque fois on est... Mais d'où ça sort, c'est génial. À raconter des aventures avec des animaux, avec des bateaux, avec des... Ah oui. Je me souviens mais oui, voilà. Enfin, il y avait l'histoire du dauphin qui était absolument incroyable. Non, mais vraiment, il y a un côté de... T'es vraiment on va être des quilles bien posées, confortables, et t'es la boule qui nous... tac, tous. Et Autant que je reste la boule et pas le boulet, ça va. Et moi, je trouve ça génial, quoi. C'est l'ingrédient Voilà. inattendu. Merci. Le boulet magique. La boule, là, pardon. Alors moi, je vais présenter Angélique. Oui. Moi, je dois dire que je suis toujours sciée par l'érudition d'Angélique qui... oui, parce que Angélique a lu quand même. Et beaucoup. Et ça se Là. sent et ça se Et voit moi qui parce que autant par le vocabulaire que par l'autodérision qu'elle peut avoir aussi et qu'elle ramène dedans. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de fois où... je suis là, waouh, c'est impressionnant ce qu'elle va nous ramener aussi comme détail de l'époque, de ce qui... Enfin, moi, j'ai l'impression à chaque fois, en tout cas, peut-être elle invente des choses, hein, mais vraiment, je suis là, waouh, comment elle sait ça? C'est dingue, c'est hyper fouillé. Et je dois dire, en plus, on en a eu un exemple récemment, voilà, je parlais d'autodérision, mais j'ai trouvé qu'elle avait toujours une façon de réutiliser, quels que soient les moments qui puissent être parfois difficiles dans le dialogue ou quoi, d'arriver à retomber sur ses pieds. Avec brio, avec fantaisie aussi, et voilà, moi j'aime beaucoup. Parfois je suis un peu spectatrice des fois quand je la vois jouer. Donc, Avec finesse. et avec finesse, bah, clairement, voilà, l'érudition va avec la finesse, effectivement, car on peut le dire, ça c'est aussi un peu notre marque de fabrique, la finesse. Je plaisante, c'est évidemment ça. Heureusement qu'on a une caution finesse. Donc, Bien, moi je présente Mathilde, qui est notre caution grâce, beauté et séduction. Qui fait des madames très élégantes, très, j'allais dire ouvertes, mais très généreuses. Et des messieurs très séducteurs. Oh ouais. Elle porte la moustache comme personne. Symétrique. Et sa moustache ne dégouline pas. Oui, bon, ça va. J'ai une moustache qui résiste. Ouais. Parfois, il y a des anachronismes. Et elle sait très bien les reprendre. Le plastique, par exemple. C'était très beau. le challenge. Ah, le challenge, j'y étais. Genre, mais oui, j'ai fait un tour à Londres dernièrement. C'est passé, mais vraiment crème. Genre. Tu rebondis bien. Voilà, je le sauve bien. Je m'auto-sauve. Emma, j'aime beaucoup sa moustache qui coule. Emma, c'est une comédienne que je regarde beaucoup en tant que comédienne. Je ne la regarde pas forcément en tant qu'improvisatrice parce que toutes les improvisatrices ici, elles savent rebondir. Ça sert à rien que je dise ça, qu'elle sait rebondir et tout. Elle met beaucoup de sensations et de sentiments dans sa façon de jouer, alors que c'est de l'improvisation qu'on n'a pas forcément le temps de le faire. Elle se laisse traverser par ce qui se passe, donc elle réagit. Et moi, je trouve ça très beau. Donc c'est une femme que je trouve très belle, que j'adore regarder jouer. Je ne saurais pas dire sur l'improvisation, est-ce qu'elle rebondit, est-ce que les anecdotes sont bonnes, elles le sont, mais elles le sont pour toutes. Donc voilà. Le câlin de loin.
Ah, trop bien. Merci pour ce petit tour du coup des expertises. Et moi j'avais une question après, genre, en coulisses, est-ce que vous avez un rituel avant de commencer? Si c'est inavouable, on peut ne pas le dire. Mais C'est pas inavouable. On a la salle 30 minutes avant le début du spectacle. On doit s'habiller, on doit sortir les costumes, sortir les décors, tout installer. Donc c'est pas un rituel, c'est une course. Voilà. T'es en train de lasser la robe de quelqu'un, qui est en train de déplier le paravent, qui est en train de tracer la moustache de quelqu'un d'autre, qui est en train de remplir le verre, qui est en train de rincer le chaud, qui est en train de paniquer parce qu'on a oublié le truc de la régie. Donc c'est pas un rituel, c'est plus La course contre la montre. Voilà, c'est ça. Et en plus, on n'est pas dans un grand espace comme ici. C'est vraiment un petit couloir avec plein de chaises, de décors, d'autres spectacles. Il a fallu s'organiser, ça, si on ne peut pas se costumer tout en même temps, on est obligé de rationaliser beaucoup en fait. J'imagine une chenille, il y en a une qui serre le corset de l'autre, qui serre le truc, qui serre le jus d'orange. Voilà. Tout à fait. C'est du jus de raisin. Ah, Pour imiter le vin. Et ça donne soif aussi comme jus de raisin. Parce qu'on le coupe avec On de le l'eau. coupe avec de l'eau. Ah, Avant, on buvait beaucoup de jus de raisin et On est bien. finissait Si avec ça avait beaucoup été trop de la sucre. grenadine, j'imagine même pas le taux de sucre qu'on aurait dû avoir pour avoir cette couleur-là. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, J'ai un boire un petit verre. après tu me donnes qu'on est de la fantaisie. C'est clair. Shooté au sucre. Mais ça, c'est un élément important au niveau de la boisson, parce que moi, au départ, vraiment, ça m'a carrément coupé la voix. En fait. Ouais, trop de sucre, ouais, donc Oui, c'est du c'est jus de vraiment raisin, un truc ouais. à savoir, quoi, parce que au départ, on mettait du jus de raisin pur, quoi, et à un moment donné, j'étais... La représentation. Mais qu'avez-vous, madame, monsieur? Tu jouais avec. Surtout quand tu joues un peu un personnage un peu alcoolique, désespéré, qui décide de beaucoup boire. Moi, j'ai déjà essayé de boire mon verre cul sec. On le sent passer. Et du coup, je vais te partir sur votre meilleur souvenir. Je sais pas si on a sûrement plusieurs, on a des tas. Mais une scène ou un moment où vous vous êtes dites, mais là, on est toutes connectées, genre c'est limite de la télépathie, et une épiphanie, un truc vraiment où vous vous êtes dites à ce moment-là, mais waouh! Moi, c'est pas vrai. Je pense que je vais être à côté de la plaque de ta question. C'est très bien. Mais moi, le moment mémorable pour moi, c'est quand Sophie a dû faire un ventriloque asymétrique. Mais non, parce que je sais pas faire la ventriloquie, alors j'ai dit que j'étais ventriloque que du haut du visage. On l'attend. En latin. On l'attend. Et c'était hilarant. Et comme je l'ai doté, donc on savait qu'elle était C'était sa ventriloque. faute. C'était de ma faute. Tu l'as goûté, tu Je l'ai doté. Pardon, c'est moi qui lui Ah, c'est toi qui disais. l'as C'est ça, j'ai dit, Voilà. vous pouvez le faire. Sachant que c'était quand même une revanche, parce que quand même, à la fois d'avant, elle avait demandé de chanter en latin. Ah oui, c'est ça. Donc il y avait quand même déjà une guéguerre qui Et c'était, mais de toute façon, je trouve que je me suis beaucoup calmée sur mes craquages sur scène, mais là, je pense que je me suis même craché dessus. J'ai dû boire du vin et je me suis craché dessus tellement c'était hilarant, j'arrivais plus à m'arrêter de rire. J'ai dû sortir de scène, et pourtant c'est un huis clos, parce que j'en pouvais plus. C'était vraiment mon souvenir mémorable. Moi, j'étais dans le public ce jour-là, je filmais, et je me suis dit pas par rapport à la ventriloquie, mais par rapport à tout le spectacle, je me suis dit waouh, en fait, ça marche tellement bien ce spectacle parce que on le joue, on ne le voit pas vraiment en tant que public, je l'avais jamais vu. Et je les ai regardés et j'avais le sourire tout le long et j'étais là, mais même elles m'ont fait rire alors qu'on pourrait penser que à force de le voir et tout, de connaître les ficelles et tout ça, en fait j'étais morte de rire du début à la fin. Je me suis dit waouh, il y a une telle connexion, c'est magique ce spectacle. En plus, il était filmé alors. Il est sur YouTube, vous pouvez voir ce moment de grâce. Oui, non, il y en a plein des comme ça. Mais c'est vrai que je pense que je suis d'accord, en tout cas de l'expérience commune, c'est sûrement le premier spectacle, je me suis dit, c'est vraiment la grâce. Enfin, il y a ce moment où on était toutes bien au bon moment, aux bons endroits, et on arrivait à se faire marrer sur scène. Moi aussi, j'avais du mal à pas rigoler. Je reconnais. Et je me souviens d'Estelle qui était derrière, qui dit mais j'ai rien entendu. qui attendait que tu fasses ta ventriloquie en latin. Tout le monde attendait. Et on était tous sur scène et dans la salle, je pense, suspendus à la performance du personnage de Sophie, qui se demandait bien à l'intérieur, je me disais, comment je vais m'en sortir, et qui en même temps avait la confiance, il y avait une confiance collective dans le fait qu'on allait quand même réussir quelque chose. C'était du clown, en fait, à ce moment-là. C'était vraiment un numéro de clown. Et c'était vraiment beau, ouais. Après, il y en a eu plein d'autres, mais je pense que c'est vrai que ça a été peut-être un moment... dans l'histoire des spectacles, ça a été ce moment-là où on s'est peut-être dit « Ah, waouh !»
Mais il y a plein de moments. Vraiment, il y a plein de moments. Je dois dire que moi je trouve aussi qu'il y a quand même, enfin c'est en tout cas une sensation que j'ai beaucoup, le fait qu'on soit très connectés et qu'on prend plaisir à jouer ensemble, qu'on s'amuse, en tout cas dans le format. Donc ça c'est, je me dis pas à un moment particulier je l'ai senti plus qu'à d'autres. En revanche c'est vrai que du coup il y a des moments, moi ça m'arrive assez rarement de décrocher, mais c'est vrai que sur Madame fait Salon ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que j'ai vraiment, des fois, je me disais, mais je suis presque spectatrice, ça me fait vraiment beaucoup rire ce qui se passe. Je dois dire qu'il y a eu quand même un spectacle où Emma donc, était un homme, j'en étais un également, et elle m'a proposé de me presser le citron. Et j'ai cru que j'allais pas m'en remettre. Il y a eu beaucoup de métaphores sur les agrumes, ce soir-là. Et voilà. Donc, il y a des moments comme ça où, effectivement, la surenchère des bons mots. Voilà, enfin, il y a des endroits qui sont vraiment, on se délecte en tout cas. Voilà, moi ce moment-là effectivement m'a pas mal marqué, mais je dois dire que même dimanche, là aussi on a eu un petit décrochage avec Estelle. C'était un moment justement, comme c'est un spectacle assez bavard, puisque on a peu de moments où on est dans le muet, et là il y avait une balance qui se faisait au premier plan, et nous on était toutes les deux à l'arrière sur le canapé. Et du coup, en train de faire des choses en muet, et ça a été très drôle, surtout qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ce petit canapé faisait chouic, dès qu'on bougeait. Voilà. C'est quoi ce bruit? Et voilà, bon bref, ça c'est tout bête, mais ça a été un moment où je me suis dit, quand même, on arrive à faire ça en second plan, enfin, il arrive à avoir plusieurs plans voilà, le public en a partout. Et parce que je sentais qu'ils nous voyaient faire ça. Ça les faisait beaucoup rire. En même temps, il y a plein de choses super qui se passaient au premier plan, des intrigues qui se dessinaient, des choses très drôles qui se disaient aussi. Et je me suis dit, ouais, c'est chouette parce que parfois j'ai presque l'impression qu'on est dans un film en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté presque immersif en fait, où on peut choisir de regarder à différents endroits. Alors, bon, j'ai le sentiment que dans la plupart des spectacles d'impro, on est quand même plutôt sur, ok, il se passe un truc et on veut que le public regarde ce truc-là et pas autre chose. Et je trouve que c'est aussi une marque de confiance assez intéressante de se dire, en fait, c'est pas grave si parfois ils loupent un truc là, mais qu'ils sont sur autre chose ici. En tout cas, c'est vivant. Et effectivement, il y a ce principe de, eux aussi sont des invités du salon. Oui. Et en fait, ils sont avec nous. Et dans cette adresse-là, je trouve que c'est intéressant qu'on le joue comme ça, en fait. Moi, j'aime bien cette partie-là dans le spectacle. Moi, si je peux juste rajouter un truc. En tant que metteuse en scène, j'ai tendance à être très calculatrice dans les répètes et les trucs. Oh, là, on va travailler comment on fait le poème de cette telle manière-là, on va travailler comment on fait tel truc, on va travailler comment on fait les balances, et on partage très mécanique. Et à essayer de trouver plein de petits outils et de petites choses qu'on va pouvoir faire sur scène et saupoudrer. Et ce que je trouve génial, c'est que toutes les fois où il y a des choses qui sont nées naturellement sur scène, et après je dis, mais oui, mais c'est ça qu'il faut qu'on retravaille. C'était génial. La première fois que Fanny a chanté, la première fois qu'on s'est mis à s'amuser à faire des blagues de merde d'époque. Voilà, des blagues sexistes qui sont pas drôles en tant que la blague, qui sont drôles parce que c'est des gens qui pensent qu'ils sont drôles. Quand on a commencé à casser du sucre sur quelqu'un. Oui, voilà, sur Emma. C'était magnifique. Le jeu où tout le monde se met contre un personnage de l'époque, à balancer des rumeurs et à ressortir toutes les choses de ce personnage-là. La première fois qu'on a fait une sorte de poème à deux en mode un peu battle de rimes. Ces moments-là où, tout à coup, je passe de joueuse, metteuse en scène à juste spectatrice au milieu de mon spectacle. Oh putain, c'est trop bien. Des choses qui naissent sur le plateau, quoi. Ouais, voilà, ça c'est des moments où je trouve ça... Et toi, Angélique, un moment de grâce ou tu te rappelles d'un spectacle qui avait vraiment marqué, où tu t'es rentré chez toi, t'as fait « Ah oui, on va refaire ça tous les soirs ». Je n'ai pas beaucoup joué encore le spectacle, donc celui qui me marque n'a pas... ce n'est pas en lien avec la connexion, mais c'est le festival d'impro des 72 heures, parce qu'on l'a joué dans une immense salle de théâtre à l'italienne. Quand j'ai vu la salle, je me suis un peu... je suis devenue gazeuse. Évanescente. Parce que je me suis demandé comment on allait faire. Et c'était tellement bien de pouvoir parler fort, et ça faisait un tout autre jeu. Alors je sais pas si c'est un bon spectacle qu'on a fait. Moi, c'est la première fois que je le voyais et j'ai adoré. Enfin, c'est pas pour être langue de bois, mais vraiment c'était génial. Ouais. Voilà, donc je crois qu'on l'a toutes pris comme une chance incroyable de jouer dans un, entre guillemets, vrai théâtre, très grand théâtre à l'italienne. Ah, c'était le premier, on pouvait marcher, faire des aller à droite, aller à gauche, faire des grands trucs. C'était très réjouissant cette représentation, je m'en souviens très bien. C'est pareil, il y avait beaucoup de moments de grâce qu'on peut qualifier comme ça. Ouais. Carrément. Mais c'était Mathilde qui recevait, c'est Tout ça? à fait. Ouais. J'ai eu beaucoup de rêves, là où je me mettais à pleurer, j'étais là, je n'ai réussi à tenir. Je me souviens quand on descendait, je sens déjà que je vais pleurer. Puis quand j'étais avec le livre, est-ce
tu fais bien, tu peux bien. Et je sentais les larmes qui montent à chaque seconde en me disant mais la chance qu'on a. Et quand j'ai levé les yeux et que je savais plus où m'arrêter parce qu'il y en avait jusqu'au plafond, je vous avais pas vu. Où est-ce que vous êtes? C'était incroyable. Et puis le lieu est beau puisque c'est un ancien théâtre, donc ça nous plongeait encore plus dans notre époque. Moi j'avais l'impression de voir, quand je jouais, j'avais l'impression de voir des gens habillés comme nous, qui venaient au théâtre avec leurs éventails pour se faire des petites rumeurs, tout ça. C'est vrai. Et il y a eu quoi comme petit changement, comme twist dans la façon de mettre en scène ou dans les rebondissements ou peut-être le cadrage de quand vous dites ok on structure comme ça? La recette a jamais, enfin la structure a jamais vraiment changé. Les choses qui étaient un peu cadrées, genre voici comment on fait un débat, voici comment on fait un poème, voici comment on fait. Le spectacle devient de plus en plus fluide et riche au fur et à mesure, mais ça reste, la base reste la même. Et on approfondit aussi tout ce qui est toutes les connaissances qu'on a de l'époque. On va préciser, parce qu'au départ, on faisait, je pense, beaucoup d'anachronismes. C'est pour ça qu'on a précisé aussi 1810. Et donc, ça permet vraiment d'identifier quelles inventions existaient à l'époque, quels étaient les auteurs qu'on trouvait. On ne fait pas souvent de référence d'auteurs, mais ça peut arriver comme ça. Non, mais sur la politique, sur le contexte historique. Voilà. Surtout ce qui est la partie scientifique, parce que souvent on parle d'innovation scientifique de choses, donc savoir ce qui existait à l'époque, ce qui n'existait pas. Donc on devient aussi beaucoup plus à l'aise pour être juste. On fait des découvertes culinaires aussi. Oui, voilà, la foutillerie. L'omelette aux fraises. Les gens en raffolaient avant. Ça n'existe plus. C'est vrai que nous en va comme la référence. Oui, c'est quand même perturbé. Ah oui, non, c'est un vrai truc. Ils le servaient dans les restaurants. Parce que les restaurants existaient à l'époque. Je le fais avoir aussi. Non. Elle a vraiment trouvé que c'est compliqué de savoir. Nous, on a cru. Et c'est quoi les archétypes que vous préférez jouer chacune? Vos rôles, vos archétypes, vos personnages refuges que vous aimez le plus en fait? Va tomber sur moi. Alors j'essaie de diversifier quand même, mais ça arrive souvent que je joue quand même alors quand c'est des hommes souvent très, très fougueux, qui tombent très vite amoureux, qui multiplient les conquêtes, mais qui s'en prend quand même plein la figure régulièrement. Pour contrebalancer. Qui est très passionnel, des hommes très dans la passion. Moi j'essaie de jouer de plus en plus des connards. Mais ce serait juste Quel type de connard? Juste vraiment parce qu'on a tendance à vouloir être un peu le héros, enfin quand je dis le héros, l'homme ou la dame qui est sympathique et qui du coup va gagner l'affection des gens et qui a une bonne morale, à qui il est arrivé des trucs mais pas y arriver grâce à son bon esprit. Et dernièrement c'est vrai que j'essaie de vraiment jouer des enfoirés et eux. J'ai essayé hier soir de faire ça en version féminin, vraiment persifleuse. Voilà, c'est ça. Persifleuse, c'était bien joué. Voilà. Pour changer, c'est assez jouissif, je trouve. Moi, j'avoue, je suis assez là-dessus aussi, plutôt anti-héros. Enfin, moi, des personnages, souvent des gros balourds un peu, qui font toujours des jeux de mots un peu douteux. Et oui, voilà, puis qui arrivent peut-être parfois avec un statut haut, mais qui en fait se font aussi un peu laminer au fur et à mesure du truc, et en fait voilà, on réalise à la fin que c'est plutôt un peu les plus minables. J'ai souvent fait le politicien raté, le général raté, l'artiste raté, voilà. Beaucoup de ratés quoi, j'aime bien moi aussi. Moi, le hasard a fait que j'ai fait souvent des curés. Les hommes d'église. Les hommes d'église. En fait, c'était vraiment le hasard parce que le public ne nous voit pas quand il nous dote. Et c'était marrant de jouer des curés un petit peu dans la transgression. Et donc, c'est vrai que parfois, j'ai des personnages un peu dans la transgression, des péchés, voilà, des choses comme ça. Un curé, en plus, un curé à moustache, c'est pas trop bon. Ah oui. Parce que c'était un curé défroqué, ce qui veut dire qu'il n'exerce plus. Il a été déchu de ses fonctions. Donc forcément, il a traîné dans des endroits où il fallait pas. Il y a une raison pour laquelle il a été défroqué. Très concret. Et pour ma part, je rejoins un petit peu certains hommes. J'adore être séducteur. Mais séducteur, c'est même plus de la séduction, c'est le prédateur. Je rentre, je ferme, et les femmes sont mes objets. Et
elles ont clairement rien à dire. Donc je fonce vers une femme et pour moi, elle est à moi. Il y a vraiment ce truc de... Il y a un truc un peu artiste, je pense, les gens qu'on a rencontrés. C'est clair. J'ai beaucoup de sources d'inspiration. Voilà. Et c'est très jouissif. Et puis, presque systématiquement, et c'est très agréable aussi, mon personnage se fait casser. Et finalement, montre une fragilité à la fin parce que c'est qu'une grosse merde. Voilà. Moi, j'adore les personnages un peu dépressifs d'Angélique. Ils sont magnifiques. Bon, moi, j'ai une zone de confort qui est de faire des statuts bas. J'aime bien faire Mademoiselle parce que je me force pas, je n'ai qu'à rien dire et comme je n'ai vraiment rien à dire. Pendant le festival, j'ai fait une greluche totale, mais bon, c'était très facile. Mais j'en ai beaucoup entendu parler de cette greluche à chapeau à fleurs, figure-toi. Chapeau à fleurs. On m'a dit, elle était en roue libre, c'était impressionnant. Quoi. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, et puis même quand je suis artiste, je suis nulle, enfin, les poètes sont nuls, les sculpteurs font de la merde. Et j'accepte ça, je suis mauvaise. Donc, ce que j'aimerais faire, et là où je me sentirais bien, que j'aimerais faire, et c'est pas des artistes, j'aimerais être un homme politique ou un militaire parce que ça me donnerait. Ça me suggérerait que je suis fort si j'étais un politique ou un militaire et je pourrais peut-être au moins m'amuser à avoir un statut haut et à prendre tout le monde de haut parce que vous êtes trop des nuls. Moi, je suis au Sénat où j'ai fait la guerre. C'est noté. C'est génial. Moi, ce que j'adore, c'est surtout quand il y a mademoiselle ou madame qui reçoit. Et il y a des détours où on entend qu'elle connaît des super races très précises de papillons, de fleurs. Je me rappelle, il y en avait un peintre qui avait fait une peinture et puis il y avait mademoiselle qui disait oui, du coup c'est Poséidon qu'il y a dans la rivière en bas, et tous les hommes disaient mais on s'en fiche de ça, bon, ce qu'on veut c'est la dame qui a au-dessus et tout. Je dis ouais, quand même on apporte de la culture quoi. Enfin, ça fait un contre-pied qui est vraiment délicieux où toute la culture est mise un peu sous le tapis et on voit qu'il y a plein de trucs que les femmes ont lu plein de choses et que les hommes sont totalement cons sur scène, et c'est vraiment délicieux. On dit mais on veut l'entendre parler, on allait apprendre un truc. C'est vraiment très chouette. Oui. On s'amuse beaucoup de ces personnages, en tout cas en contrepoint. Ouais. Ça c'est chouette. À faire taire les femmes. Ah là. Et puis surtout quand il y en avait un qui s'arrangeait avec l'autre pour qu'il puisse lui écrire des commentaires dans le journal, moyennant la main de sa sœur, quoi. Alors ça, c'était vraiment... Moi j'ai dit que je faisais des connards, je fais des connards. Quand on a senti qu'elle se faisait emprisonner, et j'étais là, du coup toute sa vie, là c'est fini. Finalement on est très proche de la réalité. Et après dans les femmes, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on fait naturellement lorsqu'on est un homme ou une femme sur scène, dans ces personnages. Moi je sais qu'au départ, quand je faisais des femmes, maintenant je m'en amuse beaucoup plus, mais j'avais plus de difficultés à trouver du plaisir à faire une femme sur scène. D'accord. Typiquement. Je n'avais pas forcément trouvé l'endroit d'amusement, et je faisais beaucoup, parce que c'était des femmes qui subissaient beaucoup la misogynie justement, et je faisais un peu la femme bafouée qui était héroïne blessée, ne pouvant pas s'accomplir. Bon, j'en sortais un peu en me disant je me suis pas tant amusée. Et récemment, par exemple, j'ai fait une demoiselle qui était très innocente, mais qui du coup lançait plein de choses, des bombes un peu par son innocence, sa fausse innocence. Et ça, par exemple, on trouve des endroits d'amusement autres, mais c'était assez troublant de se rendre compte que finalement, l'endroit d'amusement était le personnage masculin et pas le personnage féminin en tant que femme. Voilà. Donc ça... Ne serait-ce pas une analogie avec ce que vivent les femmes dans la Je pense. Mais je pense que là-dessus, de plus en plus, on essaye, parce qu'effectivement, on avait le truc par défaut de si on joue un spectacle où on a des personnages très misogynes, la logique, c'est d'avoir des personnages féminins un peu effacés. Et dernièrement, on essaye de faire des personnages féminins, justement de s'en amuser. Déjà, madame, elle a un pouvoir parce qu'elle est chez elle, elle connaît tout le monde, elle a cette influence. Donc, faire de plus en plus des madames très statuaux qui en savent tellement sur tout le monde qu'elle a un certain pouvoir d'avancer ses pions et de faire ou défaire la réputation de quelqu'un. Et de faire aussi des... Alors, on dit la mademoiselle, mais en fait, c'est la deuxième dame. Ça peut être une mademoiselle, une veuve, quelqu'un. Une des invités. Voilà, ou quelqu'un qui vient avec son mari, on la faisait souvent assez statut bas et discret, mais s'amusait aussi à la faire différemment, ou même si elle commence statut bas, en fait, elle est très très érudite, ou elle connaît des choses, ou elle a une intelligence qui lui permet de faire changer les choses pendant
pendant le spectacle, en général, c'est un rôle qui est genre toujours au centre de l'histoire, Oui. d'une manière ou d'une autre. Au centre des convoitises, en tout Voilà, cas. le centre c'est de certain. convoiture. Mais qui peut aussi avoir, essayer de les jouer de manière plus différente et pas hésiter à faire finalement des femmes qui ont des caractères très posés, qui prennent de la place. Oui, et c'est intéressant parce que souvent le rôle de la deuxième dame, de la demoiselle, c'est souvent le rôle à punch quand même. Hein. Ah Moi, oui, je trouve que c'est la toujours la punchline. demoiselle qui a Ah les oui. punchlines parce que du Oui, coup, qui parle pas trop. il y a mais une lance un certaine cerveau, économie de mots, mais par contre, quand elle y va, c'est en général, elle tape pas à côté, quoi. Et du coup, je trouve qu'on y trouve aussi le plaisir, quoi. Et en général, c'est le rôle qu'a la sympathie du public, parce que les gens nous voient, voient tous ces hommes lui couper la parole, et après, elle permet c'est très jouissif de la voir reprendre le pouvoir, poser ses trucs, séduire, machin, enfin faire leur redonner la. Alors qu'à la pièce. base, c'était la schtroumpfette. Voilà, c'est c'était la fille. Qu'est-ce que c'est que cette Alors, je sais plus C'est qui le a, syndrome de la schtroumpfette, oui, c'est vraiment. Alors, je sais plus qui a inventé. vulgarisé ça ou qui a donné le concept, mais en gros, c'est pour ça que j'ai dit ça. Là. Est-ce que c'est parce que les femmes vivent dans l'impro, mais c'est parce que, bon, pas que dans l'impro d'ailleurs, mais c'est pour dire, souvent, en tout cas, tu vas retrouver dans certaines scènes d'improvisation, on est quand même beaucoup dans un boys club, on va pas se mentir, et souvent, on cherche pas une improvisatrice parce qu'elle fait ci ou ça, on cherche une improvisatrice parce qu'il faut une fille. Et du coup, elle joue la fille. Et peu importe qu'elle va jouer comme fille, c'est juste une fille. Et dans les schtroumpfs, c'est un peu ça. T'as le schtroumpf, tu vois, le farceur, tu as le plus érudit, etc. En revanche, la schtroumpfette, c'est juste la schtroumpfette, c'est juste la fille, quoi. Ce qu'il a qualifié, c'est que c'est une fille. C'est que c'est une fille. Du coup, c'est un petit peu ça, voilà. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça qui se joue pour nous parfois d'aller jouer des hommes. C'est que là, d'un coup, en tout cas, peut-être, on est un peu câblé dans cette fausse idée que d'un coup, le terrain de jeu est plus intéressant, plus vaste. Qu'il ne l'est pour une fille. En tout cas, c'est un terrain dans lequel on n'a pas eu autant l'espace pour. Tout à fait. pour On a nous dû plus amuser. jouer d'écoute, quoi. Ouais, c'est ça. Et en parlant d'espace, justement, il y a un truc qui m'intrigue, c'est un huis clos. Vous êtes assez souvent assis, enfin bon, bref, tout le monde est assis, quoi. Ou debout. Le féminin l'emporte. Oui. Mais assise, Même si on joue les mecs. On va dire plutôt assise. Et comment vous faites autant pour que ça vive, alors qu'il y a quand même, somme toute, peu de manipulation. Il y a le vin, il y a des fois un journal qui est ouvert, quelqu'un va s'offusquer et faire un parcours du coup devant scène. Et c'est quoi vos astuces pour bien meubler en fait Il y a la magie des chaises musicales, il n'y a pas du tout de quoi asseoir tout le monde. Il y a 2 ou 3 places sur scène. Avant, on jouait avec plus, mais maintenant, on avait de quoi asseoir 4 personnes, mais maintenant, c'est plus que 3, serré. Et après, on a beaucoup de mouvements où dès qu'on prend le focus, parce qu'on va déclamer un poème, faire une chanson, faire un débat, etc., on se met en avant-scène. Et du coup, ça fait une espèce de mouvement perpétuel où quelqu'un vient devant et donc la personne qui est devant va derrière, ou s'assoit, quelqu'un se lève. Et il y a un peu un côté où, notamment quand on est un homme, se poser derrière permet d'avoir une sorte d'ascendance à la personne qui est assise devant. Et donc, c'est plus des positions où on peut bouger en fonction de ce qu'on a envie de jouer. Donc, c'est... Ah ben là, je vais aller faire là, c'est le moment de ma balance, donc ma balance, elle est là. Puis là, c'est le moment où je vais aller draguer, donc je m'assois là. Puis là, c'est le moment où je vais aller faire le statuo par rapport à telle personne, donc je vais aller me mettre dessus. Et comme ça, je me balade de petit atelier en petit atelier de faire des choses. Donc, ça crée une sorte de mouvement perpétuel, parce qu'on ne peut pas tous s'asseoir. Et on s'accorde tout, hein. C'est de façon instinctive. Je pense parce qu'on est comédienne, il y a une conception de l'espace qui est assez naturelle. Parce qu'on finalement, on n'a jamais vraiment bossé là-dessus. Une fois, on avait essayé de bosser sur Les entrées. le fait de créer des tableaux un peu différents. Et finalement, j'ai l'impression que c'était un peu inné. Même après, on l'a pas forcément rebossé parce que finalement, c'était facile. D'accord. Et il y a quoi il y a quelque chose que vous bossez en ce moment de précis? Il y a une thématique chaque mois ou chaque. En ce moment, non, on ne travaille pas. Non, mais en fait, on fait par période. Et comme là, on joue toutes les semaines, on a pas mal répété en juin, en juillet, pas mal en septembre. Et là, on le joue comme on joue parce que comme on est 6 sur scène et qu'on est 8, en fait, on joue quand même très souvent. Et donc on s'est dit là on va juste jouer, ce qui permet de plus on travaille en le jouant que donc on a un peu ancré plein de choses et maintenant on voit comment ça évolue au fur et à mesure de la saison.
Donc voilà. Mais en général, on fait plus on retravaille, quand on est en répète, on travaille l'ensemble un peu du format et les bases juste pour devenir de plus en plus à l'aise avec. Et après, s'amuser, on travaille des outils. Alors, avant, on va travailler comment on fait les poèmes, on va travailler comment on devient encore meilleur là-dessus, on va travailler comment on travaille les balances avec plus d'écoute, comment chaque petit détail. Oui, puis tu demandais tout à l'heure, c'est vrai qu'avant de rentrer sur scène, alors autant on sait un peu la course quand on s'installe, mais on essaie de se retrouver un petit peu avant pour s'échauffer rapidement dans la parole, et donc on va refaire des 5 choses, des inventions de proverbes, des présentations. Des présentations de différents personnages, histoire de se mettre un petit peu dedans et dans le langage. Et ça, c'est beaucoup d'exercices qu'on a fait en fait en entraînement au préalable, et histoire de se remettre dans l'époque, dans le type de fonction qu'on pourrait avoir, et puis dans le type d'humour qu'on va pouvoir placer, quoi. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a une scène ou une fois où ça s'est vraiment super mal passé? Où il y a eu quelqu'un du public qui vous a embêté, il fallait rebondir, ou alors il y a une partie du décor qui est tombée, ou quelqu'un qui perd sa moustache ou... Moi, une fois, je me suis rendu compte que mon chemisier était complètement ouvert. Mais non. Quelqu'un m'a fait la remarque. Et donc j'ai fait moi, c'est pas mon truc. Moi, j'ai perdu ma robe quand même. Pas mal. Ah oui, mais elle glissait, disons. Moi, j'ai beaucoup de choses qui glissent. Voilà. Donc, c'était à Lyon, ça. Oui, t'avais la robe qui baissait au fur et à mesure. Mais sinon, rien de... je sais pas. Je pensais au public de Lyon qui était très dynamique. Non, en fait, quand on a joué à la Providence, on avait joué 3 soirs. Et le premier soir, on avait joué qu'à l'improvibar, on avait un peu notre public où les gens nous connaissaient et riaient beaucoup. Et le premier soir où on a joué, c'était un public plus neutre, de gens qui connaissent l'impro, mais peut-être pas tant que ça, et qui est moins acquis. Et c'est vrai qu'il était plus silencieux, et moi j'avais gardé un souvenir où c'était très étrange. Ça marche pas du tout. On n'est pas drôle. Les gens ne sont pas déjà applaudir. Je suis allée ce week-end et on m'a parlé en bien de Madame Fessalon, alors tout va bien. J'en garde un très bon souvenir. Et il y avait une dame au premier rang qui était, elle devait être prof d'histoire ou prof de français, et moi grammaticalement c'est pas toujours parfait, historiquement c'est pas toujours parfait, et dès que je disais un truc je la voyais qui faisait. Faut que j'arrête de regarder l'anachronisme. tout le temps à lever les yeux au ciel. Et de temps en temps on l'entendait faire. C'est vrai. On est écorché les oreilles. Mais ça m'est déjà arrivé après un spectacle, effectivement, une personne qui vient me voir, qui me fait la liste de toutes les choses qui n'allaient pas dans le spectacle. Non, une femme. Ah, okay. Historiquement. Bon, après Madame Fessalon ? Ouais. Ah, c'est vrai. En me disant, je vous enverrai des liens. Et elle te les a envoyés ? Non, mais elle aurait dû, parce que après un peu de mansplaining de temps en temps, ça fait du bien. Ça change. Merci beaucoup. Pour le coup, ça me dérange pas, parce qu'elle envoie des liens, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps en train d'apprendre. Il y a parfois tu dis des choses, t'es dans l'impro, donc tu peux pas avoir. Si ça venait gentiment. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, c'était plus en mode, mais il faut le dire, c'est pas historique. Oui. C'est un peu historique quand même, mais est-ce qu'on peut? On n'a pas toutes des licences de lettres et d'histoire. Non. Certains d'entre nous ont juste des diplômes scientifiques. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on évite aussi trop les références très précises. On fait attention. Quand on a une référence, on essaye qu'elle soit juste, parce que sinon, ça peut aussi, pour les gens qui s'y connaissent vraiment bien en histoire, ça peut les faire décrocher aussi. Ouais. On préfère inventer des choses qui ressemblent qui pourraient avoir existé, mais... Oui, ou faire des analogies avec ce qui se passe. Le spectacle de dimanche, par exemple, on s'est amusé à parler en ce moment de la pénurie d'orge pour les chevaux, que les cochers s'en plaignaient. Évidemment, petite analogie avec le manque d'essence en ce moment. Mais voilà, du coup, évidemment que ça, c'est pas forcément véridique historiquement, mais quand même, le public, ça le fait quand même marrer si on utilise quand même vraiment des éléments concrets de l'époque. Ça, typiquement, c'est un nouvel élément, je trouve, qu'on a trouvé au dernier spectacle. Le fait de s'inspirer du quotidien. Voilà, d'aller raccrocher, même si ça résonnait forcément d'un point de vue, par exemple, sur les propos misogynes, ou tout ça. On voit l'actualité MeToo et tout ça qui peuvent raccrocher. Mais vraiment, d'aller utiliser l'actualité et de la transposer dans l'époque, je pense que c'est un truc qu'on doit utiliser et qui a été découvert par hasard. Ouais, c'est quand les gens peuvent se reconnaître dans leur quotidien et se dire ah oui, c'est vrai que moi aussi, c'est pas de l'orge, mais c'est de l'essence. Complètement. L'actualité du moment.
Est-ce que, alors du coup, Angélique, tout à l'heure, tu nous as parlé de ce que tu voulais tenter sur scène, des personnages forts, des hommes politiques, etc. Est-ce que vous, secrètement, vous vous dites, bon, un jour, il faudrait que je joue tel type de personnage, ou tel rôle, ou tel archétype, que je fais pas souvent, par exemple? Moi, j'avais un défi au dernier spectacle, justement, c'était de... je sais pas comment le dire. De pas faire quelqu'un obsédé par ce qui se passe en dessous de la ceinture. Merci pour cette traduction. Oui, non, comme je fais des personnages qui sont voilà, qui ont envie de conquérir, d'être, beaucoup qui de la ont la chose. passion, oui, enfin, qui ont beaucoup d'aventures, quoi. Voilà. J'étais dit, je vais faire un personnage extrêmement prude. C'était, je veux absolument pas. Bon, après, parfois, on te dote. On voit des choses par petit peu rien, c'est comme ça, après t'es obligé d'accepter, hein, c'est l'impro. Mais 2 fois de suite quand même, j'ai fait une femme qui sortait du couvent. Bon, finalement elle était pas si innocente que ça. C'était pas de ma faute. J'y peux rien, les couvents sont pas perméables. Et la dernière fois, j'ai fait quand même un dernier spectacle, un homme qui reprenait sa sœur, c'était la censure, beaucoup plus délurée. Ouais. Oui, c'était plutôt censure. Ouais. Et ça, j'étais contente. Surtout que je t'ai cherché. Oui, t'as cherché quand même aussi. Mais ouais, et puis t'as J'ai dit non. refusé mes avances. Non. Moi, il y avait Estelle qui est pas là. Elle a des personnages qui sont très clownesques. Elle a une physique, enfin une manière de jouer en physique. Et donc elle joue des personnages qui sont qui ont voilà, un corps, un machin, etc. Et moi, j'ai trop envie de. Oui. Enfin, je la regarde jouer, je me dis, mais j'ai envie de faire ça. J'allais dire la même chose exactement. Je suis complètement moi aussi. Je me suis dit, j'adore ce côté ce qu'elle t'embarque dans ses récits comme ça. Effectivement, moi, ce sera un petit challenge. Ça, voilà, c'est ça. L'homme un peu aigri aussi. Oui, c'est vrai des hommes qu'elle aigris. Oui, on s'inspire beaucoup Ouais. les unes des autres en fait. Je pense chacune est une source d'inspiration pour dire tiens ça a l'air super. Je vais essayer de voir ce que ça donne avec moi. Et puis moi aussi, de faire madame, parce que je ne l'ai pas encore fait. Ah Donc ça, voilà, ça me... C'est une madame autoritaire Aucune idée, je pense que ça viendra sur le moment, mais déjà, c'est un petit challenge quand même. Quand tu reçois, tu dois effectivement doter tes camarades, les affubler quelque part de leur titre, d'avoir cette connivence avec le public, etc., donner un petit peu le là. Donc voilà. Comme tu l'as évoqué, Emma, tout à l'heure, on va avoir tendance à se dire « Ah, ben c'est les femmes, donc statut un peu plus bas que tous les coqs de basse-cour qui sont là ». Alors qu'en fait, non, madame, clairement, c'est elle qui fait et qui défait les réputations des grands noms de l'époque. Donc c'est vrai que tout de suite, on n'est quand même pas tout à fait sur le même type de personnage féminin. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de m'y frotter. Et je crois que pour ma part, j'aimerais jouer pas quelqu'un forcément de prude, parce que je veux dire, c'est pas forcément sur l'acte sexuel, mais avoir un statut bas en tant qu'homme, je crois que j'ai jamais fait. Ou en tous les cas, pas que ça soit la conséquence de tout le monde qui m'insulte, mais que ça soit dès le début, que je rentre en m'excusant. Et là, justement, en sentant que... Comme Angélique, les artistes mélancoliques Ouais, qu'Angélique crée, c'est ça. aussi intéressant. Exactement. Et sentir que les femmes, en tous les cas, que madame est vraiment au-dessus. Et comme tu dis, là, ça m'inspire de me dire, de me rappeler en tant qu'homme que je peux être détruit par cette femme. En fait, de l'accepter. Et pas juste de faire un connard en mode mais je vous écrase toutes. Le vrai romantisme. Exactement. Celui qui souffre. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien arriver à faire des grands monologues romantiques, justement, c'est-à-dire qui riment, où il y a de la passion et de la nostalgie. Sophie a l'air maintenant. Moi, je pense que Adeline, elle a cette capacité où on a vraiment l'impression que t'es vraiment en impro complète où la phrase d'après n'est pas du tout connue et peut partir n'importe où. Et donc j'ai envie de voir, j'imagine ça, l'espèce de grand monologue romantique qui va être tellement plein de surprises. J'ai très envie. Parce que ce qui est très difficile et que certaines font beaucoup avec brio parce qu'elles prennent des risques, et c'est bien. On prend toutes des risques, mais on prend pas les mêmes risques toutes. Et moi, je prends rarement le risque de prendre une lettre et de lire cette lettre qui n'existe pas. Et ça, je trouve ça extraordinaire d'arriver à lire un poème ou un extrait de journal sans hésiter. Et en plus que c'est du sens. Et en bon français. Moi, c'est peut-être ça la solution dans une autre langue. C'est en latin. Voilà. Comme ça, personne n'est. Voilà.
Donc c'est mon prochain challenge. L'écoute Angélique, c'est des personnages hauts de l'État, quelque chose comme ça. De faire un statut haut, mais je pense qu'il finira par être tout à fait en bas. Mais non, Ce sera un préfet de police raté, un peu comme le personnage de la dernière. Mais toi, c'était voulu dès le début. On t'avait dit que t'étais raté. Ah oui, je crois que c'était pas cette fois-là. C'était Monsieur Raton. Non, ça j'ai eu Monsieur Raton qui était raté, c'était un politicien raté. Mais avant, j'avais fait le préfet de police, c'était encore la semaine d'avant, où d'ailleurs je ne me rappelais même pas de mon nom, hein, et que Emma m'a demandé, mais vous, monsieur, je ne me souviens plus de votre nom, et moi, monsieur de Gribouille. Et j'étais là, eh bien pour vous, ce sera monsieur le préfet de police de Paris. Que je m'étais sortie par. Oui. Non, c'est souvent, on me donne souvent ce truc la politique, la police, tout ça. Et pourtant, on ne te voit pas. Et pourtant, voilà. On sait même pas qui c'est. Ah, si. Ah oui, c'est ça. C'est que même le public ne sait pas, c'est la madame qui sait qui est derrière. Mais tu sais pas toujours dans quel ordre, en fait. Non, en fait, t'as raison. Mais le fait d'avoir un statut haut, pour moi, ça signifie arriver à faire le spectacle. Tout simplement, parce que c'est exactement ce que je veux dire à Adeline. Arriver à sortir un... Parce que moi, j'attends... Enfin, je fais pas exprès. Je me dis pas, je vais attendre, mais il se trouve que j'arrive pas à prendre la parole. C'est comme ça, je suis foutue comme ça. Donc, c'est toujours Stella ou Sophie qui me dit « Ah, mais en fait, monsieur, machin, vous avez écrit un poème. » Donc, elle me laisse la place. Et j'aimerais arriver à le faire de moi-même et d'avoir... Pardon, mais je vais dire être couillue ou avoir les ovaires de monter sur scène avec un... Et j'ai pied mon journal, ce que Sophie fait souvent et fait très bien, et assumer ce que j'ai dire. N'importe quoi. N'importe quoi. Angélique fait super bien les fables. Ça, c'est parce que j'en connais plein par cœur. Donc, c'est juste, je recycle, quoi. Mais c'est jamais... Partir dans l'inconnu, c'est... tu nous as fait des descriptions du tableau et tout. Franchement, c'est dur. Trop bien. Est-ce qu'il y a un objectif cette année où vous dites, bon là on en fait le maximum, Madame fait salon, ou vous aimeriez bien faire une salle... L'Olympia, je pense. L'Olympia, voilà, l'Olympia 2023, c'est ça? J'ai envoyé un mail au Stade de France, ils m'ont Ça se tente. Non, moi je vois ça plus comme du plaisir. Là, on joue jusqu'à décembre au lieu. Après, faire un peu des week-ends de tournée au printemps 2023. Et puis rejouer régulièrement en septembre 2023. Enfin, voir au fur et à mesure. On a déjà des mesure. dates qui sont prévues le premier week-end de mars à l'Improvidence à Bordeaux. On a 3 dates. Moi, j'avoue, il y a un truc que j'aimerais bien qu'un jour on arrive à faire, mais je rêve un peu d'un Madame fait salon en mode un peu théâtre immersif au musée Carnavalet, tu vois. Dans un vrai décor qui soit vraiment d'époque et où on puisse jouer un peu au milieu des gens et faire comme s'ils étaient dans le salon. Madame l'attachée culturelle à la mairie de Paris. Voilà, si vous nous écoutez. Mais je pense que ce serait génial s'il y avait des musées ou des vieilles Après, du coup, des châteaux où vous pouvez jouer, quoi. Oui, après, du coup, ça met la barre de la précision historique un chouïa plus haut. Tout dépend comment c'est vendu de base. Oui, voilà. C'est du public, ça. Oui, ça dépend du public. Il faut juste s'habituer à jouer devant des gens qui vont lever les yeux au ciel. En tout cas, Madame la ministre de la Culture, nous sommes libres. Mais il y avait... Enfin, c'était une idée qu'on avait de jouer dans des vrais salons, en fait. Des vrais salons, et idéalement dans chez des gens. Chez des gens, peut-être en appartement, comme on dit. Une petite soirée événementielle, s'ils veulent donner à des amis. Mais totalement. Ça, dans des musées, dans d'autres lieux que le théâtre. Dans des lieux historiques ou à domicile, ça peut être en tout cas. Puis la précision historique, bon. Si c'est annoncé à l'avance que ça ne sera pas forcément exact. Une précision historique après 2 coupes de champagne. Hein. Voilà, on peut aussi faire Madame fait salon avec du vrai vin, puis on voit où ça nous mène. Comment finit la... Eh bien écoutez, moi j'ai encore une dernière question. Si on s'imagine, alors vous avez 80 ans, on est au coin du feu, et là il y a les petits-enfants de vos amis qui sont là et qui vous disent « Mais c'est quoi votre secret pour faire des improvisations réussies ?» Qu'est-ce que vous leur diriez? Bonne question. Donc on s'imagine toute une vie d'improvisatrice jusqu'à 90 ans.
Au moins. C'est important pour répondre à la question. J'ai l'impression qu'on est en train de gagner du temps. C'est bon, repréciser pour Moi, je dirais bien choisir ses partenaires aussi. Non, c'est vrai, ça, je trouve que ça... Enfin, le premier... En tout cas, moi, quand j'ai découvert l'improvisation, j'ai découvert que j'en avais une fausse idée. C'est-à-dire que c'est souvent ce que je dis à mes élèves, d'ailleurs, qu'on a cette fausse impression qu'on est sans filet et qu'on va être seul face à l'inconnu, ce qui est faux, puisque en fait, notre filet, c'est les autres. Et pour moi, la clé d'une impro réussie, c'est de jouer avec l'autre. Mais c'est la même clé d'une partition de comédien ou de comédienne réussie, parce qu'en fait, si on n'est pas dans l'instant avec l'autre, en général, quand on se regarde faire, le résultat est catastrophique. Donc pour moi, ce serait ça la clé, d'être vraiment connecté à l'autre et dans l'instant, et puis de prendre plaisir à ça, en fait. Et ça, c'est en ça que je dis bien choisir ses partenaires, parce que c'est pas toujours un plaisir, faut quand même le dire, et parfois c'est compliqué, et malgré ça, on y va quand même, et il faut savoir être dans l'énergie de l'instant, et se laisser aller à ce lâcher prise là, et à la connexion. Moi, le truc que je rajouterais, c'est il n'y a pas un secret pour une impro réussie. Finalement, c'est comme tout ce qu'on fait. C'est une progression lente avec des hauts et des bas. Ça doit faire une 20aine d'années que je fais de l'impro. J'ai pas l'impression d'être à un niveau plus haut, plus bas que qui que ce soit. C'est juste aimer ce qu'on fait pour avoir cette envie et ce plaisir de le faire, pour qu'au fur et à mesure des tas d'expériences, des tas d'opportunités, de choses qu'on teste, on se crée un peu toutes les bases qui nous permettent de se donner du plaisir et de donner du plaisir à nos partenaires. Donc c'est en faire, en voir, et petit à petit. Et par rapport à ça, je dirais, si j'avais plein de petits-enfants, je leur dirais vraiment, n'ayez pas peur. Donc je vais essayer de pas le dire en négation, mais trompez-vous. En fait, c'est pas grave de se tromper parce qu'on a peur. Enfin, j'ai souvent peur de dire le mot qu'il faut pas ou la phrase qu'il faut pas. Et en fait, comme on joue entre nous, et les autres vont prendre ça et le valoriser. Et c'est bien de se tromper parce que même si on foire un spectacle, déjà on apprend. Si on arrive à bien réfléchir à pourquoi à ce moment-là on a eu du stress et on a dit ça, ou voilà. Et ensuite on se rend compte que se tromper, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et même ça nous fait grandir. Donc vraiment le truc c'est trompez-vous. Et si je reprends l'exemple de ce spectacle à Lyon, la première date où on était là, qu'est-ce qui se passe, c'est difficile. Ça nous a à fond inspiré à répéter et à faire plein de répètes les jours d'après. Et ça, on pourrait faire ça. Et ça, on en a créé des nouveaux jeux, des nouvelles choses à travailler. Du coup, vraiment, ça nous avait inspiré. Et les 2 dates après étaient vraiment super bien parce que ça nous a remis en énergie. Puis souvent la créativité c'est sur des accidents, donc les moments de grâce qu'on trouve, ils sont justement sur ce rapport à l'erreur là, d'arriver à échouer sans se tirer soi-même dans le pied et sans en rester là et partir dans sa spirale négative, ce qui est souvent le plus compliqué d'ailleurs, mais comme on est porté aussi par les autres et par ce plaisir là, on transforme ça en autre chose, donc c'est vrai que oui, t'as raison de tromper. Être autre chose que un ou une bonne élève. Parce que l'éducation, on va dire, l'éducation à l'école fait qu'on est noté par des bonnes notes. Et si on n'a pas des bonnes notes, on est quelqu'un qui Un raton. Et on n'ose pas, alors que c'est important d'oser se tromper. Et d'oser se tromper beaucoup et plein de fois tant qu'on s'amuse. Ouais. Et pour aller abonder aussi dans tout ce qui a été dit avec cette histoire du collectif, de la solidarité, du plaisir de jouer ensemble, moi ce qui me semble toujours important et que j'essaye de préserver, c'est cette humilité en fait par rapport à cette discipline qui est pour moi immense. C'est des champs de possibles complètement infinis. Et qu'on n'a jamais fini d'apprendre et de comprendre comment ça fonctionne et de tenter avec les autres et de se planter et de réessayer et de se planter. On est toujours dans cette dynamique-là on essaye.
Et on ne sait pas, parfois il y a des moments de grâce et ces moments-là, ils nous illuminent pendant des heures et des heures après, même des jours après, on en est encore là. Tu te souviens ça? Je me souviens dans mon lit, souvent après une présentation, je suis là toute excitée. Oh là là, le bon mot de machin, ça me réjouit encore. Mais c'est chaque fois à remettre en question, tout le temps. Et c'est cette humilité-là, moi, qui me semble importante de préserver parce qu'elle est la garante de spectacles de plus en plus réussis, de plus en plus riches, de plus en plus... De synergie. De ne pas prendre la grosse tête aussi. Non, mais ça, en tout cas, c'est vrai, que tous les éléments qu'on a dit, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que malgré parfois ce conglomérat de la situation qui va bien, donc on a les bons partenaires, on est en confiance, on ose, et ben malgré tout, des fois ça marche pas. On sait pas pourquoi, la business prend pas, parce que ça dépend de tellement de paramètres. Mais souvent le public, faut le dire. On a le public qu'on mérite. Faut mettre ça sur le public, c'est sûr. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres de comment on va se sentir ce jour-là, ça peut être des choses techniques, des fois, ça peut, on ne sait pas, des fois c'est un infime détail qui... Une robe qui glisse, une moustache qui Exactement, on ne sait pas. Et ça peut aller dans le merveilleux comme dans le pire, et c'est pas grave, il faut l'accepter quand même, et effectivement, je trouve que c'est là-dessus. Souvent, moi, je sais que c'est mes parents qui me font ce type de réflexion, ou des gens qui connaissent moins l'impro et qui vont dire mais pourquoi vous vous infligez ça? Parce que avant, après, on refait le spectacle, j'aurais dû dire ça, faire ça. Ouais, en même temps, c'est justement ça qui est merveilleux, c'est tout ce champ des possibles qu'on continue à explorer sans relâche, quoi. C'est ça qui est super. Je dirais, moi, que c'est la confiance. Si vous avez des enfants, ayez confiance en tout ce que vous faites. Parce que, du coup, je connecte tout ce que vous venez de dire, mais si vous avez confiance, en fait, vous saurez que même si vous pensez que c'est une erreur, ayez confiance en vous et le destin, et qu'en fait, c'est pas une erreur. Du coup, c'est une proposition. C'était pas une erreur, du coup. Ça devient une proposition. Ça devient une proposition de la vie. Et si c'est une erreur sur le moment... 20 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui va le reprendre. Exactement. Et on va dire waouh, mais en fait c'est trop bien, ça voulait dire ça, et tous se reconnaissent. Une réminiscence, rappelez-vous. Des fois je fais de l'EFT, je sais pas si vous connaissez, c'est un truc où tu tapotes sur des points. Et en fait on répète des phrases, et il y a une phrase qui me marque, et c'est tout retard et tout manquement me sera favorable. Et je trouve que c'est ça l'impro, mais la vie en fait, il n'y a pas d'erreur, parce qu'en fait tout peut être transformé. Et pour ça, pour moi, la ligne directrice, c'est vraiment la confiance. Voilà. De grands mots, je travaille dessus au quotidien. Mais c'est les autres qui te donnent la confiance aussi. C'est-à-dire que c'est soi, évidemment, qu'il faut trouver, et c'est dans le dans le collectif, dans tout. C'est clair. La confiance. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance de travailler une discipline, et on n'a pas beaucoup, dans laquelle le rapport à l'erreur, c'est quelque chose qu'on muscle tout le temps. Et ça, c'est vrai que c'est quand même... particulièrement en France, je pense, vu la façon dont on est câblé et biberonné à la culpabilité, à se dire qu'on est moins bon que machin, que truc. C'est vraiment important, en fait. Et alors qu'on le sait, en plus, on a pléthore d'exemples qui nous montrent que, par exemple, même en business, je veux dire, les meilleures idées d'entreprise, tu vois, les post-it, ils ont été créés parce que les mecs, ils ont fait une colle qui collait pas vraiment, quoi. Bon, bah, en fait, le succès... Non, mais c'est vrai. Et oui. Et du coup, c'est de se dire, mais finalement, comme tu dis, il n'y a pas vraiment d'erreur. Enfin, encore une fois, tout dépend ce qu'on en fait derrière, quoi. Et ça, je trouve qu'on est quand même très chanceuse de pouvoir pratiquer ça. Et muscler ça. Et le soutien. Oui. Parce que c'est dans peu de métiers aussi qu'il y a du soutien. Ouais. Moi, quand je suis rentrée dans l'impro, petit à petit, je me dis, mais en fait, c'est un monde des bisounours. Et pas du tout, hein, mais je trouve ça tellement génial. Mais je trouve ça, sur scène en tout cas, je trouve ça vraiment génial de se soutenir. Et c'est rare, donc c'est plaisant. Toutes ces réflexions dans notre prochain livre. Mesdames, pour un livre. C'est à peu près ça, je suis à peu près... Tu valides? Je valide, même si c'est pas évident. En fait, quand on parle d'humilité, où on apprend à échouer, et on met son ego de côté, oui, et puis à la fin, non, parce que parfois, on n'est quand même pas content de ce qu'on a fait, et il faut jamais renier qu'on a quand même un ego. Donc, je sais pas ce que c'est qu'une impro réussie. Pour des enfants, par exemple, moi j'ai remarqué que les enfants, ils veulent bien faire parce qu'ils sont dans un processus d'apprentissage. Il faut pas non plus leur casser le truc qu'ils veulent bien faire. Bon, bah, ils veulent bien faire, c'est comme ça. Mais leur apprendre qu'ils ont le droit de dire ce qui leur passe par la tête, c'est cool. Parfois, ils sont aussi contents de pouvoir se lâcher.
Mais j'ai remarqué par contre, il n'y a peut-être pas d'improvisation foirée, mais il y a des improvisateurs un peu foirés quand même. Ces improvisateurs foirés, je vais pas lâcher des noms, mais c'est quand... Faut bien laisser au masculin. Ils connaissent le truc de l'erreur, ils savent très bien qu'échouer c'est génial, mais ils leur mettent un peu la faute sur les autres. Ah oui. Et ou alors ils sont pas sympas avec le public, ou alors ils cassent trop le 4e mur en disant regardez ce que j'ai fait, parce que je suis mauvais là, mais en fait je suis bon. Ils expliquent un peu pourquoi ils ont été mauvais là, et là je trouve que c'est pas une bonne chose. Si on a de l'orgueil, on rentre chez soi, on pleure un coup. On ne le dit pas sur scène. Rentre chez toi. Ce sera un chapitre sur le cabotinage dans le livre. Si vous ouvrez ce livre, faites attention à vos arrières. C'est vrai, t'as tout à fait raison. Eh ben, merci beaucoup, mesdames, pour Merci, ce merci à podcast, pour cet épisode. Du coup, on a accueilli Plusieurs mots production aujourd'hui, avec quasiment toute l'équipe, ou une bonne partie. Et merci beaucoup. Merci à toi.